À partir d'aujourd'hui, pour sa 10e saison, Toute une histoire revient avec des émissions inédites et en direct. Pour cette première émission de rentrée, vous allez découvrir un témoignage qui a ému toute la rédaction cet été. C'est ta maison? Oui. Bah oui. Chez papa et maman. Chez papa et chez maman. Après avoir été suspectés de maltraitance, Johan et Sabrina ont été séparés de leur fille Luna pendant 3 ans. Leur histoire fait la une de l'actualité en ce moment. J'espère que ce sera bientôt derrière nous et puis qu'on va pouvoir enfin tous vivre ensemble et profiter de la vie. À leur côté, Toute une histoire met aussi à l'honneur d'autres invités courageux au parcours difficile. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour fêter le lancement de la 10e saison de Toute une histoire. Au programme cette année, de belles histoires, évidemment, mais aussi plusieurs nouveautés que vous découvrirez au fil des émissions. Aujourd'hui, c'est en direct que je vous propose de découvrir l'histoire de Johan et Sabrina. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et vos commentaires s'afficheront en bas de l'écran. Pour ce premier numéro, nous allons tenter de faire la lumière sur la vie d'un couple qui a fait la une des journaux tout l'été, Sabrina et Johan. Bonjour à tous les deux. D'abord, merci d'être là. Vous avez 22 et 25 ans et vous avez été accusés de maltraitance sur votre fille. Luna, qui a 3 ans aujourd'hui. L'enquête a fini par démontrer que Luna souffrait en réalité d'une maladie génétique héréditaire qui provoquait des bleus sur tout son corps. Pourtant, cela fait 3 ans que les procédures s'enchaînent. 3 ans pendant lesquels Luna a été séparée de sa famille. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi était-ce aussi important pour vous de témoigner et de médiatiser votre histoire ? C'était important pour nous de parler de notre histoire, justement pour ne plus que ça se passe et aussi pour expliquer notre maladie. Pour ne plus que ça se passe, c'est-à-dire de ne plus être accusé à tort, ce que vous avez vécu. Tout à fait. Alors c'est en images que nous allons découvrir votre histoire plus en détail. Et si chez vous, vous souhaitez réagir en direct à ce témoignage, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Toute une histoire. On se retrouve juste après ce reportage. À Rambervillers, dans les Vosges. Depuis quelques jours, Johan peut enfin profiter pleinement de sa fille Luna, après 3 ans passés loin d'elle. Je te donne un petit bonbon? Tu l'as mérité. Un bonbon pipi. Non, pas un bonbon pipi. D'accord. Et t'es chez qui là, ma chérie? Chez maman et chez papa. Oh. Une phrase d'enfant qui peut sembler anodine, et pourtant. En février 2012, 3 mois après la naissance de Luna, Johan et sa femme Sabrina ont été accusés de la maltraiter. On leur a alors retiré la garde de leur fille, qui a été placée en famille d'accueil. Après 3 ans de séparation et de bataille judiciaire, en juillet dernier, le couple a été innocenté. Même si la justice les a blanchis, ils n'ont pas encore eu le droit de ramener Luna à la maison. Pour Johan et Sabrina, cette attente devenait interminable. Le 13 août dernier, ils ont donc pris la décision de récupérer leur fille de force. On revit, c'est un soulagement d'avoir la famille au complet et que tout le monde soit à la maison. Depuis un peu plus de 2 semaines, ils vivent donc enfin tous les 4. Johan, Léo le petit dernier, Luna et leur mère Sabrina. Cet après-midi, le couple a rendez-vous au tribunal des enfants d'Épinal. Le magistrat doit statuer sur l'avenir de leur fille. Ce que je redoute, c'est que le juge prenne la décision soit de mettre en délibéré, donc qu'on n'ait pas de réponse pour le moment, ou qu'il décide de ne pas nous restituer Luna. À quelques minutes de l'audience, Johan et Sabrina ont du mal à cacher leur inquiétude. Le stress monte un peu. Ce jour, ils l'attendent depuis 3 ans.
Pendant plus de 2 heures, Johan et Sabrina vont être entendus par le juge. L'audience est enfin levée, mais comme le craignait Sabrina, aucune décision n'a été prise. Il leur faudra encore attendre plusieurs jours pour connaître le verdict. On se pousse pas. J'aurais vraiment aimé que la décision soit donnée aujourd'hui, ça aurait été vraiment un soulagement. On attend calmement la décision de monsieur le juge et on verra ensuite. J'espère que ce sera bientôt derrière nous et puis qu'on va pouvoir enfin tous vivre ensemble et profiter de la vie. Même si Johan et Sabrina ne savent pas encore à quoi va ressembler l'avenir de leur famille, ils ont décidé de s'accorder une pause dans cet été très mouvementé. On part faire un petit tour en Espagne pour voilà, souffler un peu par rapport à tout ça. Et du coup, là, c'est enfin nos premières vacances avec Luna. Donc c'est vraiment... ça va être, je crois, les plus belles vacances de notre vie. Allez, c'est parti. Alors, ce jour-là, le juge n'a pas pu rendre sa décision. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis? Oui. Oui, il y a du nouveau. Luna est toujours placée, mais à notre domicile. On a le droit de la garder chez nous. Mais il y a quand même une enquête derrière qui est faite. C'est-à-dire que vous avez des contrôles réguliers chez vous? Oui, ils veulent mettre en place justement des contrôles très réguliers pour voir comment Luna va. Évolue? Comment elle va psychologiquement? Comment elle va psychologiquement, puis comment elle évolue avec son frère. Et voilà. Comment vous le vivez? Plutôt mal. Plutôt mal, parce que du coup, c'est vrai que ça a été un peu... un petit peu comme... On a pris ça un peu comme de l'acharnement, parce que du coup, on l'a pas eu pendant 3 ans. Et là, ça continue. Même si elle est avec nous, on n'est toujours pas libérés. Alors, avec l'aide de certains de vos proches qui sont présents et de 3 de nos spécialistes, Marc Gégère, Gérard Kierzek et Frédéric Kochman, nous allons tenter de décrypter cette affaire qui secoue votre famille depuis 3 ans maintenant. Marc, alors évidemment, on vous connaît dans la grande famille de toute une histoire, vous êtes notre avocat et en tant que pénaliste, vous vous êtes vous aussi beaucoup intéressé à l'histoire de Sabrina et Johan. Une première réaction à leur témoignage? Oui, c'est une histoire comme malheureusement on en rencontre parfois. Je dis malheureusement parce que en fait c'est l'occasion de montrer à quel point le temps judiciaire et le temps de la vie parfois diffèrent d'une manière souvent insupportable. Et finalement aujourd'hui ce qu'ils sont en train de vivre, je voudrais vous dire ça pour que vous ne pensiez pas que c'est de l'acharnement. Finalement, votre enfant a été placé pendant 3 ans. Le juge pour enfants met des moyens d'investigation et des mesures d'investigation aujourd'hui, peut-être pour voir comment cet enfant finit par réagir après ces 3 ans de placement, puisqu'il a retrouvé sa famille. Donc c'est pas forcément contre eux que vous C'est l'interprétez? pas contre eux. Et puis de toute manière, vous savez, on parle d'enfants. Quand on parle d'enfants et de suspicion ou de risque sur un enfant, le principe de précaution, c'est la première chose qui va diriger l'action d'un juge pour enfants. Donc qu'on prenne un nombre incalculable de précautions, ça permet d'éviter que de temps en temps, aux 20h, on entende qu'un enfant est mort sous les coups d'un beau-père parce que les services sociaux avaient été trop laxistes ou pas assez regardants. Malheureusement, pour eux, c'est difficile à vivre, mais je pense qu'il faut vivre ce que vous êtes en train de subir, en quelque sorte, comme quelque chose qui est inhérent non pas aux suspicions qui étaient les vôtres, mais plus au fait que votre enfant soit resté loin de vous pendant 3 ans. Il y a une réacclimatation à faire. Et cette réacclimatation, s'il y a quelques professionnels qui sont là pour vous aider et pour cadrer, ça sera peut-être pas plus mal. Juste un mot sur Luna, comment elle va? C'est une petite fille qui depuis qu'elle est rentrée à la maison, évolue très bien. La première nuit s'est passée formidablement bien. Elle a retrouvé tout de suite ses repères. Elle avait une chambre qui l'attendait depuis maintenant quelques mois. Et voilà, elle joue énormément avec son petit frère. Elle passe beaucoup de temps avec nous. Et on apprend à vivre ensemble. Et voilà, c'est que du bonheur et on profite de chaque minute. Alors, on va remonter évidemment le cours de votre histoire. Tout a commencé le 2 février 2012. Que s'est-il passé ce jour-là? Alors, ce jour-là, Luna est très somnolente. Elle ne veut plus manger.
Du coup, nous, ça nous inquiète. On prend rendez-vous chez le pédiatre. La pédiatre, elle aussi, est très inquiète, surtout par rapport à son état de somnolence. Donc, elle décide d'appeler le SAMU. Donc, le SAMU arrive au cabinet du pédiatre. Ils mettent à peu près 1 heure pour la médicaliser sur place, le temps qu'elle se stabilise, parce qu'après, ils s'aperçoivent qu'elle a de la fièvre. Et du coup, c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite. Donc après, on part au CHU Brabant-Enfants. Et à ce moment-là, pendant 3 heures, on ne va plus la voir. Donc là, ils se rendent compte qu'elle a des hématomes. Voilà, alors l'œdème qui va faire que toute cette histoire va être déclenchée va évoluer le temps de la prise en charge. Donc nous, quand on la voit, elle n'a pas d'œdème. Et nous revoyons Luna 3 heures après la prise en charge. Donc elle a un tubé relié à un tas de pousses seringues et tout autre matériel. Et là, donc, Luna présente un œdème sur quasiment toute la face. Et tout de suite, on va demander au personnel soignant ce qui s'est passé. Ouais. Alors, vous avez quand même immédiatement précisé au médecin qu'il y avait peut-être une explication. Hein. Oui. Vous aviez tenu à leur livrer une information. Oui. Laquelle? Alors, je leur ai dit. Ils m'ont demandé quels étaient les antécédents familiaux. Donc, je leur ai répondu que j'étais moi-même atteinte d'un œdème neurotique héréditaire. Mais voilà, après... Et qu'on pensait que Luna pouvait être malheureusement atteinte. Ils ne connaissaient probablement pas cette maladie, qui est une maladie assez rare, qui est une maladie génétique. D'ailleurs, on va en savoir plus avec Gérald Kierzek. Vous êtes médecin urgentiste à Paris depuis 12 ans et vous intervenez régulièrement en tant qu'expert auprès des tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un angio-œdème héréditaire? J'interviens aussi et surtout comme urgentiste. Et alors, c'est une maladie qui est rare, c'est une maladie génétique qui touche 1 cas pour 100 000 naissances. Donc c'est une maladie... Vous en auriez entendu parler si vous aviez accueilli cet enfant? Les médecins ne voient pas tous les jours des jeunes patients atteints de cet œdème, heureusement. Par contre, c'est quelque chose qu'on connaît. Et dans le cadre de la petite Luna, c'est quelque chose qui, si en première approche, c'est pas le premier diagnostic, quand on voit une détresse respiratoire avec de la fièvre, en revanche, l'information capitale, c'est quand la maman de Luna dit « moi j'ai cette maladie ». Et là, immédiatement, ça doit faire tilt dans notre tête en disant est-ce qu'on a des symptômes qui correspondent à cette maladie-là? Et ce qui devrait ouvrir la porte à des recherches éventuellement. Alors en urgence, c'est toujours un peu compliqué et on n'est pas spécialiste de tout, mais par contre, avoir les relais pour aller appeler les pédiatres, les généticiens, pour essayer de comprendre et de confirmer ou d'infirmer. C'est une prise de sang, par exemple, pour essayer ça peut être une prise de sang. C'est toujours pareil, en urgence et en réanimation, l'objectif, c'est de protéger l'enfant, un peu comme en droit, c'est le principe de précaution ou de protection. Nous, c'est exactement la même chose. Donc, c'est hospitaliser l'enfant. En plus, là, il y avait vraiment une détresse vitale. C'est protéger l'enfant, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre par l'interrogatoire des parents, par les antécédents, par une prise de sang ou d'autres examens, pour essayer de temporiser, de calmer les choses et de comprendre ce qui se passe avant, éventuellement, de penser à la maltraitance. Bon, parce que là, apparemment, c'est quand même ce qui s'est passé. Ils ont d'abord pensé à la maltraitance. Comment vos rapports ont-ils évolué avec les médecins? On a senti tout de suite que les médecins étaient très distants avec nous. On leur posait des questions, ils ne nous répondaient pas. On voyait qu'il y avait des gestes qui étaient faits, on ne savait pas ce qui était fait sur Luna. On a été jusqu'à lire discrètement le dossier médical qui était attaché en bout de lit pour savoir ce qu'il faisait sur Luna. Et on a tout de suite compris qu'on était malheureusement catalogués comme parents maltraitants. Ça s'est tout de suite ressenti au niveau du service de Réa. Vous êtes rebellés contre ça tout de suite? Non. Vous étiez quoi, abasourdis qu'on puisse l'imaginer? On était déjà très fatigués et on avait peur. Le pronostic vital de Luna est quand même resté engagé facilement 1 semaine, donc c'était très long. Et son état s'aggravait pendant ce temps? L'état était stable, mais ils n'avaient pas de réponse à ce que Luna avait, donc ils ne voulaient pas se prononcer sur le pronostic. Donc il est resté engagé pendant 1 semaine. Et c'est vrai que nous, on était plutôt tombés dans un désarroi. C'était difficile, mais on n'a jamais. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de conflit avec le corps médical. Alors, elle est restée hospitalisée, Luna, et 2 semaines plus tard, vous avez été convoquée par l'assistante sociale de l'hôpital. Que vous a-t-elle annoncé? Elle nous a annoncé qu'elle avait fait avec les médecins un signalement pour suspicion de maltraitance. Et à ce moment-là, elle nous a annoncé qu'à la sortie de l'hôpital, Luna allait être placée en famille d'accueil. Donc là, c'est... Là, c'est l'effondrement. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, Gérald, dans votre métier d'urgentiste, de devoir faire un signalement suite à des soupçons de maltraitance?
Bien sûr, quand on regarde les cas de maltraitance, il y a moins de 5% qui sont signalés par les professionnels de santé. Donc l'objectif, c'est vraiment, et on passe forcément à côté, donc l'objectif, c'est de ne plus passer à côté. Alors après, faire un signalement, ça ne veut pas dire mettre en accusation. Nous, on fait un signalement en disant, attention, il y a un contexte social, psychologique, des symptômes qu'on ne peut pas expliquer. Bref, on a un doute, et ce doute-là, c'est une obligation même déontologique pour nous. C'est-à-dire que dans la loi, c'est une exception au secret médical, et donc tout est fait pour qu'on signale. Mais on signale et on n'accuse pas. Donc on fait simplement un rapport. Ça veut dire que vous ne vous basez pas que sur des hématomes ou que sur des éléments physiques. Il y a plusieurs éléments de contexte, le contexte social, la famille, la discussion avec la famille. Est-ce qu'il y a des explications qui sont cohérentes, qui sont incohérentes? Est-ce qu'il y a des informations ou un diagnostic qui peut être compatible? Par exemple, les antécédents de la maman de Luna, ça c'est une information capitale par exemple. Et ce faisceau d'arguments fait que ça nous conforte, ou au contraire, on dit non, là il n'y a pas de raison que ça soit un signalement. Mais l'objectif, c'est de positionner le curseur pour éviter de passer à côté de cas dramatiques de maltraitance qui seraient passés aux urgences, et l'équipe médicale ou paramédicale serait passée à côté. Donc il vaut mieux à la limite sursignaler, sachant que derrière, alors on signale au procureur de la République, on signale aux cellules de recueil des informations préoccupantes qui, elles, et c'est la justice qui va s'en occuper, font leur travail derrière de filtre et d'investigation et d'enquête. Et nous, notre rôle, c'est pas d'accuser, c'est de dépister. Alors Marc, sur le plan juridique, une fois le signalement des médecins, quelle est la suite de la procédure? Alors, il faut savoir que depuis 1989, l'enfance maltraitée est confiée aux conseils départementaux. Donc il y a une cellule spécifique dans chaque conseil départemental, comme l'a indiqué Gérald, qui est une cellule qui est chargée d'évaluer les informations préoccupantes. Ces évaluations sont faites de manière pluridisciplinaire, et à l'issue, il y a une décision qui est prise de transfert ou pas à l'autorité judiciaire. Ça, c'est le premier cas de figure qui est souvent le cas le plus, le plus utilisé. Et puis, dans des cas qu'on considère comme des cas d'urgence, le signalement peut être directement fait par le praticien au service du procureur de la République. En général, d'ailleurs, le procureur de la République prend attache au CRIP pour quand même faire évaluer la situation et peut prendre une décision. Il faut savoir que le procureur de la République a la possibilité, c'est certainement ce qui a dû se passer pour Luna, de prendre ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire d'immédiatement retirer l'enfant à sa famille. Cette ordonnance, elle a une durée de validité de 15 jours et elle doit être ensuite confirmée par une audience devant le juge pour enfants, qui est le seul juge susceptible de prendre une décision à plus long terme de ce point de vue-là. Alors j'imagine que vous pensiez que ces soupçons seraient rapidement levés. Ah oui, oui, totalement. Tout de suite, on s'est dit, forcément, ils vont se rendre compte par la suite qu'on n'a absolument rien fait à Luna. Vous avez pu la voir, votre fille, avant qu'elle ne soit placée? Vous avez pu lui expliquer? Lui expliquer, non. Elle avait combien de mois là, à ce moment-là? Elle avait 3 mois et demi. Ouais, donc bon, ça aurait été Pour difficile de lui expliquer. Ouais. Et puis elle était sédatée, elle était sous morphine, donc il y a eu un moment de réadaptation et on allait la voir tous les jours, mais c'est vrai qu'elle a eu... Donc elle est partie directement de l'hôpital dans une famille d'accueil? Oui. Donc vous pensiez que les soupçons seraient levés assez rapidement, et pourtant quelques jours plus tard, la police est venue à votre domicile et vous avez tous les deux été placés en garde à vue. Donc là, c'est encore une nouvelle douche froide. Comment s'est déroulé l'interrogatoire? Pas forcément bien. Tout de suite, on nous a fait clairement comprendre qu'on était suspecté de maltraitance. Et du coup, forcément, ça a été très très difficile comme interrogatoire. C'était des questions tout le temps les mêmes. Vous étiez ensemble? Non. Non, on était séparés, on était ensemble, on était les 48 heures sur le même temps en garde à vue, mais on était séparés. Pendant les interrogatoires? Pendant les interrogatoires, c'est à la fin des 48 heures. Essayait de confronter. Il y a eu une confrontation à la fin des 48 heures, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, ils ont été dans le sens de la violence. Il n'y avait pas d'autre possibilité. De toute façon, à ce moment-là, on avait bien senti qu'ils avaient écarté complètement l'enjeu œdème. Il y avait eu violence et il fallait qu'on passe aux aveux. Donc c'était, il n'y avait pas d'autre explication à ce qu'avait fait Luna. Donc dans ces cas-là, pour vous faire passer aux aveux, vous avez trouvé que les méthodes étaient difficiles? Oui. Sévères? Oui, bon, oui. Ils ont fait, comme dans les films, il y a le gentil policier, il y a le méchant policier, et ils essayent à tout prix de nous faire passer aux aveux sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc forcément, il y a des tensions, et jusqu'au bout des 48 heures, il y aura des tensions. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, durant ces 48 heures, puisque la garde à vue s'est prolongée de 24 heures, d'avoir des doutes sur l'autre, de soupçonner l'autre, d'avoir peut-être eu un comportement de maltraitant?
Absolument pas. Enfin, j'ai toujours répété la même chose. Pour moi, ma compagne était une maman aimante et qui était incapable de faire du mal à son enfant. Donc non, on est resté vraiment sur la même... On était vraiment sur la même version, donc c'est pour ça qu'on a été libérés à la fin de la garde à vue. Alors, votre entourage a vécu cette étape à vos côtés. Je vais me tourner vers eux. Jean-Paul et Marie-Odile, merci de venir nous rejoindre d'ailleurs sur notre plateau. Alors Jean-Paul, vous êtes l'ex-beau-père de Johan, vous avez été en couple avec sa maman, vous le connaissez depuis qu'il est enfant, et Marie-Odile, vous êtes la maman de Sabrina. Quel souvenir vous gardez, Jean-Paul, du jour où vous avez appris les soupçons de maltraitance qui pesaient sur Johan et sur sa compagne? Ça m'a fait un choc déjà. Puis par rapport à Johan, ça m'a fait du mal, de la façon dont il me l'a expliqué. Après, j'ai eu des doutes parce que je ne vis pas avec eux. On ne sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. On peut apporter de faire n'importe quoi. Ça peut arriver. Et puis... Vous aviez quelle impression sur Johan? Est-ce que vous le pensiez capable de commettre? J'ai eu des doutes parce que je vous dis, ça peut arriver à tout le monde de faire n'importe quoi sous plus d'alcool, de stupéfiants, de tout ce qu'on veut. Mais j'ai eu des doutes, mais ces doutes se sont vite effacés parce que je connais Johan quand même. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, je me suis remis en question. Après, pour un enfant, c'est sûr que vous qu'avoir des doutes. Déjà, ça touche un enfant. Est-ce que vous étiez au courant de la maladie de Sabrina? Non, pas du tout. Je connaissais rien du tout de tout ça. Et vous, Marie-Odile, est-ce que vous avez eu des doutes quand vous avez appris cette histoire? Très difficile, mais bon, pas de doute. Vous l'avez appris comment d'ailleurs? Par la police. Par la police. Donc ça va être terrible. Oui. Vous avez été convoqué pour ça? Oui. On vous a interrogé? On m'a interrogé, on m'en a dit toutes les couleurs, mais bon, très, très, très délicat. Vous êtes resté sur vos positions en disant que pour vous, c'était impensable? Oui, non, je ne pensais pas. Vous comprenez que vos proches aient pu douter de vous, si tel a été le cas? Bien sûr, je pense que c'est une réaction qui est naturelle. Quand vous avez, des policiers qui vous appellent et qui essayent justement de vous mettre le doute, je pense que c'est une réaction qui est humaine. On ne leur en veut pas. Et voilà. Alors en plus, à l'époque, vous habitiez un petit village. J'imagine que vous avez vu le regard des autres changer sur vous? Oui, on a vu quand on allait chercher nos enfants à l'école ou qu'on allait chercher une baguette de pain ou aller chez le tabac, on a vu effectivement les personnes, le corps enseignant ou les commerçants changer du tout du jour au lendemain. Et on a compris qu'effectivement, il y avait eu des fuites de notre affaire, mais pas en notre faveur. Et c'est très, très difficile à supporter. Vous en parliez beaucoup tous les deux? J'imagine que ça devait être terrible à vivre. Oui. Vous étiez très solidaires, très soudés? Oui, on est toujours restés très soudés. Et justement, je pense que c'est ce qui a fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Et surtout le fait d'en parler. Je pense que c'est ce qui nous a aidés aussi. Il y avait des moments d'effondrement, j'imagine? Oui. Il y a eu des moments qui ont été très difficiles. On a eu des moments de tension aussi, comme n'importe quel couple, parce que c'est dur à supporter sur ses épaules et c'est pas facile. Est-ce que vous aviez des nouvelles de votre fille pendant toute cette période? Pendant les premières 15 jours après que l'assistante familiale a été la chercher, on n'a pas eu de nouvelles et des visites médiatisées d'1 heure en milieu neutre ont été mises en place après ces 15 jours et on voyait Luna 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Il se passait quoi? On était dans un milieu neutre, comme il l'a dit, avec une personne des services sociaux qui était avec nous, qui regardait comment on était avec Luna. Mais 1 heure, c'est très court pour profiter de son enfant. Vous aviez l'impression qu'elle vous reconnaissait? Au fur et à mesure, on l'a vu. Au fur et à mesure de l'heure ou au fur et à mesure des rendez-vous? Non, plutôt au fur et à mesure des rendez-vous. On l'a vu se détacher. On l'a vu se détacher, c'est surtout ça. C'est ce qui était le plus dur. On l'a vu grandir 1 heure par semaine sans nous. On l'a vu évoluer 1 heure par semaine. À quoi vous le notiez?
Alors, une heure, c'est rien. Alors, c'est vrai que c'était peut-être plus en question de moi, où les premières dents, les premiers... Et quoi, vous aviez l'impression qu'elle détournait la tête, qu'elle était mal dans vos bras Oui, voilà. Ou quand l'assistante familiale arrivait, elle se détachait complètement de nous. On n'existait plus. Je crois que c'est le pire souvenir qui nous reste de tout ça. Et en grandissant et en essayant d'avoir un dialogue avec elle, c'était compliqué. C'est compliqué d'expliquer à un enfant pendant une heure de visite ce qui se passe. Elle a actuellement 3 ans et demi, mais on est, je veux dire, moi, elle a eu 1 an, 2 ans. Ça a été, voilà. Puis on est-ce qu'elle allait bien, elle, sur le plan moteur, sur le plan psychologique? Non, c'est une enfant qui a une courbe de poids et de taille qui est très négative et qui a des soucis de langage. Elle a subi de plein fouet. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des conséquences, elle le subissait cette situation. Bien sûr. Ah oui, est-ce que vous saviez à quoi ressemblait sa vie de famille? Non. Enfin, sa vie dans cette famille? Non, on n'a eu aucune idée. Pas. Pendant ces heures de visite, on se consacrait à Luna et qu'à Luna. Est-ce qu'en grandissant, elle vous a posé des questions sur son sort, sur cette situation? Non, elle n'a jamais réellement posé de questions. Il y a peu de temps auparavant, peut-être 6 ou 7 mois avant qu'on récupère Luna, elle nous a demandé pourquoi elle ne rentrait pas chez papa et maman et pourquoi son frère rentrait avec nous. Donc on tentait de lui expliquer avec des mots d'enfant pourquoi elle ne faisait pas dodo à la maison et pourquoi elle ne repartait pas avec papa et maman. C'était surtout ça, elle demandait pourquoi elle ne dormait pas à la maison. Et qu'est-ce que vous lui répondiez? Ça peut être évident à expliquer cette situation. Non, on lui répondait qu'un jour elle rentrerait. Voilà, c'est la seule chose qu'on lui répondait, malgré que les services sociaux soient un peu en désaccord. On répondait qu'un jour elle rentrerait et on lui avait fait la promesse. Est-ce que dans la famille où elle était placée, elle continuait à développer des hématomes? On vient de se rendre compte, il y a peu de temps, en demandant les dossiers médicaux de Luna, qu'on nous avait dissimulé l'apparence, effectivement, d'œdème, alors qui serait plus placé au niveau abdominaux. Voilà, donc on est en train de se rendre compte qu'il y a peut-être eu des crises, des poussées. Comment vous vous en rendez compte maintenant? Vous avez eu accès à un dossier? Voilà, depuis qu'on a récupéré Luna, on demande tous les dossiers médicaux et on a eu accès, effectivement, comme la loi le permet, l'accès au dossier et voilà. Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure, et par rapport au carnet de santé également, qu'il y a eu des poussées qui n'ont pas été dites comme des poussées, en tout cas par les services sociaux. Alors, des retards de langage, des retards de croissance. Frédéric Hochmann, vous êtes pédopsychiatre. On imagine bien que d'être comme ça, coupé de ses parents de manière brutale du jour au lendemain, ça engendre des conséquences, des répercussions psychologiques. Tout à fait. À 3 mois, l'enfant développe sa sécurité affective. Ça veut dire que l'enfant appelle à l'aide, par exemple à mal, à froid, à faim, et maman, papa viennent immédiatement le cajoler, lui donner cet équilibre dont il a besoin. C'est ce qu'on appelle la sécurité affective. Lorsque l'enfant est arraché à ses parents, il va vivre une carence affective majeure, il va vivre un abandon, il va vivre une angoisse d'abandon, une perte de confiance en les adultes, une perte de confiance en lui. Autant dire que toutes les fondations de sa personnalité, là, sont tout d'un coup bâties sur du sable. Deuxième point important, c'est le côté physiologique avec les études les plus récentes. On montre que les enfants qui ont été abandonnés, qui ont été traumatisés par un abandon, se retrouvent avec des taux d'adrénaline, de cortisol, jusqu'à 4 fois plus importants que les autres lorsqu'ils vivent adultes des périodes de stress. Ça veut dire que cette situation peut perdurer longtemps et être, par exemple, à l'origine de stress et de maladies, par exemple, cardiovasculaires plus tard. Par exemple, dans ces confrontations, 1 heure par semaine, qu'est-ce que ses parents auraient pu lui dire pour justement enrayer ce sentiment d'abandon? C'est compliqué quand même de trouver les mots pour expliquer une situation pareille. Comme le disait notre consoeur Françoise Dolto il y a déjà 30 ans, on peut parler à l'enfant à tout âge. Même si on se dit, ah oui, mais elle n'a qu'1 an et demi, ce qui est important, c'est de dire à l'enfant, tu sais, certaines personnes ont jugé bon de nous séparer pour l'instant, mais nous sommes là. Nous t'aimons pour toujours, on sera toujours là pour toi. Et c'est de parler à l'enfant. L'enfant ne comprend peut-être pas les mots, mais la teneur et l'amour qu'il y a dans les phrases. Alors, évidemment, cette séparation a eu des répercussions sur votre fille, sur vous aussi, j'imagine. Comment vous avez survécu à ça? D'abord, ça doit être des moments terribles pour des parents, quand on doit repartir après avoir vu son enfant comme ça 1 heure dans la semaine. Comment vous avez pu compenser son absence, si tant est qu'on puisse le faire?
Compenser son absence, c'était pas possible. C'était à chaque fois qu'on la quittait, c'était un arrachement, c'était très difficile. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire la douleur qu'on avait. Mais nous avons eu la chance d'avoir un petit garçon qui est né en décembre 2012 et qui a permis d'avoir des mamans qu'on n'a pas passées avec Luna sans la remplacer, bien évidemment. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a une difficulté justement de ne pas faire en sorte que cet enfant soit ce qu'on appelle l'enfant de remplacement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est de pouvoir vivre avec les deux, parler aux frères de la sœur, parler à la sœur du frère, pour les accueillir à nouveau dans un foyer réuni. C'est toujours ce qu'on a fait. Et voilà, donc Léo a pu nous permettre d'avoir les choses qu'on a manqué chez Luna, tout en disant toujours à Léo qu'il avait une grande sœur, et toujours en présentant Léo à Luna. Et voilà, donc je me souviens de la première visite où on a emmené Léo, qui venait peut-être de sortir de la maternité pour faire les présentations, et c'était un maman qui était très fort. Et comment elle a réagi, la petite, en voyant son petit frère? Elle a développé une jalousie ou Non, au contraire. Elle voulait jouer avec son frère, elle lui apporter des jeux. Bon, c'était un nourrisson, mais c'est passé tout de suite, et le courant n'a cessé de passer. Il n'y a jamais eu de jalousie, que ce soit du petit frère et de Luna. Alors, entre 2012 et 2013, le placement de Luna a été reconduit à plusieurs reprises, car la justice doutait toujours de votre innocence. De votre côté, vous étiez persuadé que tout était lié à cet angio-œdème héréditaire. Et en juin 2013, un rapport d'expertise ordonné par la justice est venu écarter cette hypothèse. Hein, selon ce rapport, les hématomes de Luna n'étaient pas du tout liés à cet angio-œdème. Votre fille devait donc rester en famille d'accueil. Donc pour vous, ça a dû être terrible, cette nouvelle-là. Ah oui, totalement. Ça a été... On n'a pas trop compris. On n'a pas trop compris sur le moment pourquoi cette décision, pourquoi dire que Luna n'était pas malade alors qu'il suffisait d'une prise de sang. Mais alors, j'imagine que vous l'avez demandé, cette prise de sang. Plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui. À plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes des services sociaux ne l'ont jamais faite. Et c'est nous, en juillet 2014, qui avons pris la décision de la faire. Ça paraît impensable quand même, Marc, ça, de demander à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez fourni des preuves selon lesquelles vous-même étiez atteinte de cette maladie? Oui, on a une carte de maladie. En fait, ça va un peu plus loin que ça, malheureusement, parfois, dans l'évaluation des situations qui sont faites. Les services sociaux peuvent éventuellement considérer que même s'il existe une pathologie, cette pathologie peut venir masquer l'existence de violences. Donc l'un n'est pas exclusif nécessairement de l'autre. Mais c'est vrai qu'on comprend mal qu'on n'ait pas écarté, en tout cas, cette hypothèse, ou qu'on ne l'ait pas confirmée au cas d'espèce rapidement. Prise en compte. Oui, absolument. Que cette prise en compte-là n'ait pas été faite, qu'il y ait eu même un refus d'investigation, c'est très curieux. Qu'il y ait un rapport d'expertise qui vienne écarter l'angio-œdème alors qu'on ne l'a même pas diagnostiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'écarter ou pas l'écarter. La question, c'est oui, c'est non. C'est une prise de sang. Après, qu'on vienne dire les violences qu'on constate ne sont pas toutes nécessairement provenant de cette pathologie, on peut l'entendre. Mais au moins que la pathologie soit diagnostiquée et qu'elle soit prise en compte. C'est quand même vrai qu'on ne se donne pas les moyens d'aller au bout des hypothèses, quoi. Oui. Voilà. Oui. À qui vous avez fait appel pour tenter de contredire justement cette expertise? On a fait appel au CREAC, qui est le centre de référence de la maladie, qui se trouve à Grenoble. Qui est le centre national des références. Voilà. Alors, nous avons lu ce rapport pour préparer l'émission, et il démontre que Luna souffrait effectivement de la même maladie que vous, Sabrina. En mai dernier, une pédiatre spécialiste de cette maladie a d'ailleurs signé un rapport vous innocentant. Et donc, pour cela, il aura quand même fallu attendre 3 ans. 3 longues années pour... Ça doit être quand même terrible de se dire qu'on a été séparés de sa fille pendant 3 ans et qu'il a fallu 3 ans pour vous innocenter. Oui, et surtout qu'il a fallu autant de temps pour faire juste une prise de sang qui permettait de savoir si Luna était malade ou pas. Votre petite fille, elle a connu combien de familles d'accueil pendant ces 3 années? Une seule. Elle a vécu toujours avec la même famille d'accueil depuis qu'elle nous a été retirée. Elle a pu être suivie
à partir du moment où on a vraiment décelé cette maladie? C'était très difficile de la faire suivre parce qu'on on avait des interlocuteurs qui malgré des résultats, nous disaient qu'elle n'était pas malade. Donc on avait un mur en face de nous et il était très difficile de mettre un suivi en place. Il a fallu malheureusement taper assez haut pour que... Qui est-ce qui vous disait qu'elle n'était pas malade? Les services sociaux. Ouais. Qui, malgré avoir eu les rapports de médecins, continuaient à nous dire que Luna n'était pas malade. C'est quand même, ça paraît difficilement C'est une maladie qui est très perturbante, parce que c'est une maladie qui est rare, que ni les services sociaux ni les services médicaux n'ont l'habitude de voir en routine. C'est une maladie qui simule complètement, qui peut simuler complètement. C'est des œdèmes, il faut bien imaginer, sous la peau, un peu comme des hématomes, quelqu'un qui aurait pris des coups et des espèces d'hématomes qui sont sous la peau. Donc, maladie rare, maladie pas très connue, qui simule complètement. Donc, on peut imaginer que c'est très perturbant pour tous les services. La seule chose, c'est que c'est la mission de l'expert d'éclairer le magistrat et de dire il y a la maladie ou il n'y a pas la maladie. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir la maladie et d'autres choses. Mais en tout cas, là, on était quand même sur un faisceau qui était assez cohérent et qui aurait pu accélérer. Le rapport d'expertise, la prise de sang, d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas été demandée par l'expert ou dans le rapport d'expertise, mais c'est vous qui l'avez demandé en parallèle ou après. Tout à fait, tout à fait. C'est le jour d'une visite médiatisée où on décidera de prendre Luna et à l'aide d'un médecin qui suivait la famille, enfin déjà ma compagne et ma belle-maman, pour emmener Luna et la faire diagnostiquer. Donc ça sera fait par des professionnels de santé et ces échantillons de sang seront envoyés directement au labo spécialisé qui se trouve à Grenoble. Mais c'est-à-dire que quand vous avez fait ça, vous étiez presque dans l'illégalité. Il l'était complètement. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez décidé de imaginez prendre qu'il ne votre l'ait pas petite fille... fait. Comment? Imaginons un instant qu'il ne l'ait pas fait. Quoi. Ça aurait été... Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut commettre des erreurs. Ce que dit Gérald est tout à fait exact. On est sur une pathologie qui est extrêmement rare, qui est très perturbante parce qu'elle s'associe directement à de la violence. Mais pour autant, on doit s'entourer d'un maximum de précautions, dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai que vous avez eu de bons réflexes à des moments clés, je crois. C'est un peu comme les erreurs médicales. Dans les erreurs médicales, il y a des systèmes de sécurité, on appelle ça en gruyère suisse, parce qu'à chaque fois, il y a un filtre, et si le faisceau passe dans un des trous, il y a un autre trou qui est décalé et qui évite l'erreur. Donc là, le premier médecin qui a signalé, on peut dire qu'il a peut-être signalé à tort. Mais le deuxième filtre, la cellule ou le procureur aurait dû dire non, attention, on va réinvestiguer, enquêter. Le troisième filtre, l'expert aurait dû là aussi jouer son rôle. Et on voit que malheureusement, là, tous les trous du gruyère se sont alignés. Erreur médicale, erreur judiciaire, voilà, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, clairement, les filtres n'ont pas joué. N'ont pas fonctionné. Alors, le 22 juin dernier, vous êtes passé en correctionnel et vous avez été relaxé grâce à ce rapport. Pourtant, la justice ne vous a pas rendu votre fille à ce moment-là. Non, on ne l'a pas rendue. Est-ce que vous deviez vous attendre à ce qu'on vous la rende à partir du moment où vous étiez innocenté? Oui, tout à fait. Oui, on s'était dit, voilà, c'est enfin fini. Ouais. Et c'est un peu le problème, malheureusement, du système, c'est qu'on vous retire l'enfant tout de suite et dès qu'il y a des soupçons. Mais une fois que vous êtes blanchi par la justice, c'est c'est deux instances différentes. Vous avez le procureur de la République et l'instruction, et vous avez le juge des enfants. Voilà, et c'est ce qu'on nous a répondu. C'est pour cette raison que Luna n'a pas été replacée chez ses parents? La situation de Luna va générer deux réactions. La première qui concerne Luna quant à la protection de Luna. Mais la seconde, ça va être le procureur qui va se poser la question de savoir qui a pu faire ça. Il a des soupçons sur les parents. Il va donc renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel parce qu'il estime qu'à ce moment-là, il y a des charges suffisantes contre les parents pour laisser à penser qu'ils ont pu commettre des faits de violence sur l'enfant. Bon, mais là, ils ont été innocentés. D'accord. Pour autant, c'est le juge pour enfants auquel le procureur de la République avait confié l'enfant qui était en charge de la garde et de la résidence de cet enfant. Et lui ne fait pas partie du tribunal correctionnel. La décision du tribunal correctionnel, évidemment, il va en tenir compte. Mais là aussi, c'est se heurter à ce qu'on connaît dans la justice. C'est-à-dire que le juge pour enfants, il ne siège pas tous les jours. Il n'a pas un dossier, il en a 600, 700 ou 800 à voir. Et le cas de Luna, il dit oui, je verrai ça quand je vais avoir le temps, et vraisemblablement même au moment de l'anniversaire du placement, puisque en général, quelques semaines avant la date anniversaire du placement, il y a une nouvelle audience qui se fait pour savoir si oui ou non on va renouveler le placement ou pas. Donc là, peut-être que la décision du tribunal correctionnel a peut-être pu générer chez ce juge une audience spécifique en disant il faut tirer les conséquences de cette situation.
Mais pour autant, le juge pour enfants, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bondir, il n'est pas tenu par la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel. Mais même si ça fait 3 ans que cet enfant est séparé de ses parents, quand même, on peut considérer qu'il y a une petite urgence quand même à décider. Bien sûr, je suis 100 fois d'accord avec vous, mais malheureusement, ce sont des considérations que nous, on peut partager parce qu'on est sur une situation. Eux, s'ils se mettent à partager ça, je pense qu'ils se mettent en arrêt maladie au bout de 15 jours. Parce qu'ils vont avoir à se dire, mon Dieu, et la petite truc, et la petite Sophie, et la petite... Je veux dire, après, ça devient vraiment difficilement gérable pour eux, je pense. Alors, on va marquer une courte pause avant de découvrir la suite du témoignage de Johan et Sabrina. On se retrouve juste après ces quelques messages. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos réactions en direct avec le hashtag toute une histoire. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous avez vécu une enfance malheureuse, mais cela ne vous a pas empêché de devenir un adulte épanoui. Un accident ou une maladie vous a laissé de lourdes séquelles, mais vous avez refusé de baisser les bras et vous avez réussi à reprendre le dessus. Après la mort d'un proche, vous avez failli sombrer, mais vous êtes finalement parvenu à aller de l'avant. Vous avez vécu une relation de couple toxique. Aujourd'hui, vous vous en êtes sorti et vous vous sentez délivré. Vous avez survécu à un attentat ou une catastrophe naturelle, mais vous avez réussi à vous reconstruire. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Pendant la préparation du deuxième direct de la saison, notre équipe a fait la connaissance de familles qui, malgré les difficultés, n'ont jamais baissé les bras. J'ai pris de la drogue pour oublier ma colère, ma tristesse, pour m'échapper un peu du monde réel, parce que le monde réel me fait souffrir. Oui. Dans des situations comme ça, on ne veut pas y croire, je crois. Demain, nous allons vous les présenter. Leur histoire de famille, ils vont la partager sur notre plateau pour lever le tabou. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes en direct aujourd'hui pour le premier numéro de cette nouvelle saison de Toute une histoire. Il y a 3 ans, Johan et Sabrina ont été mis en examen pour maltraitance sur Luna, leur fille de 3 mois. Depuis ce jour de février 2012, ils ont toujours clamé leur innocence. Au bout de 3 ans de bataille judiciaire, le couple a été relaxé en juin dernier après avoir prouvé que leur fille souffrait d'une maladie génétique héréditaire qui lui provoque des hématomes très visibles sur le corps et sur le visage. Après cette relaxe, mais avant que leur justice leur en donne l'autorisation, ils ont décidé de récupérer de force la petite Luna, se mettant ainsi hors la loi. Johan et Sabrina, c'est donc à la suite de cette relaxe que vous avez décidé de médiatiser cette affaire. Pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? L'attente devenait insupportable? Oui, ça devenait très compliqué. L'état de ma compagne et de mon fils était très critique. Elle l'est toujours. Il déclenche des crises très fréquemment. Sur une énième visite où on avait effectivement un temps de 2 heures sur le site du conseil départemental, nous avons demandé une adaptation des visites médiatisées à notre domicile. Malheureusement, le tribunal a refusé puisqu'il s'est tenu à ce qui était donné par la cour d'appel. Et de là, donc, une fois que rien n'avait bougé, nous avons effectivement décidé le jour même de récupérer notre fille et de se mettre hors la loi. Alors, vous parlez de crise qui se déclenche. Vous avez parlé de crise chez votre fils aussi. Je crois qu'on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission. Lui aussi est atteint de cette maladie. Très symptomatique, oui. Hein? Oui, il est très symptomatique. On en est à la 8e évacuation SAMU. Donc, à chaque fois, il y a un risque vital qui est engagé. Donc chez notre fils, ça se place au niveau laryngé, donc c'est un œdème de coin qui se déclenche très rapidement. Donc voilà. Alors comment vous avez procédé pour faire en sorte de revenir chez vous avec votre fille? C'est quoi, c'est un kidnapping? Non. Non, non, on les a prévenus. On leur a dit, écoutez, voilà, ça fait 3 ans et demi qu'on nous a retiré notre enfant. Ça fait 3 ans et demi que ça traîne. On a toujours clamé notre innocence. Donc voilà, on a pris la décision aujourd'hui de récupérer Luna. On leur a dit que ce n'était pas contre eux,
on voulait que ça se Donc passe vous dans les le avez calme. prévenus que vous alliez vous mettre dans l'illégalité Oui. en ramenant votre fille chez vous. C'est pas simple comme C'est à situation. l'occasion d'une visite chez vous? Oui. Vous l'avez gardé? Non, Non. c'était à l'occasion d'une visite médiatisée dans un lieu neutre. Donc ça veut dire qu'on vous a laissé partir avec elle. Parce qu'ils étaient au courant que vous alliez repartir avec On elle. leur a pas laissé le choix. On leur a pas laissé le choix. On avait notre Mais fils. personne ne s'est interposé. L'assistante sociale a essayé de faire son travail et a voulu s'interposer. On est sorti de l'autre côté et on est reparti, juste en prévenant qu'on ne partait pas. Vous saviez que vous preniez beaucoup de risques Oui, bien sûr. en agissant comme cela. Et ils Un auraient risque pu risquer énorme quoi parce que même si vous avez raison sur le fond, parce que vous n'avez rien fait à votre enfant, le simple fait de bafouer une décision de justice, quand on se retrouve devant le juge duquel on a foulé aux pieds la décision, il peut avoir une réaction très épidermique. Et finalement, rendre une décision qui vous soit défavorable, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez bafoué son autorité. Donc après, on rentre dans un Alors que vous un aviez circuit très été compliqué. innocenté d'un autre côté, donc c'était compliqué quand même là. Mais je pense qu'il y a un moment, on était tous les deux, on avait un sentiment de ras-le-bol. Le stress et les nerfs ont parlé. On avait notre fils avec nous lors de la visite médiatisée. Ça s'est passé très calmement. L'assistante sociale n'a pas insisté. Puis on a surtout expliqué à l'assistante sociale qu'on rentrait à notre domicile, qu'on ne partait pas à l'étranger ou ailleurs. Donc voilà. Donc ça s'est passé très, très, très bien. Et on est rentré à notre domicile tout de suite après. Et votre fille, comment elle a réagi? Elle a quand vous très bien l'avez ramenée réagi. chez vous? Elle était très heureuse Elle de était très revenir. heureuse. Et malgré Et vous avez dû quand même poser la question pour elle, parce que c'est pas évident. Si ça se passait mal, il fallait qu'elle reparte après. Donc c'était lui faire vivre, prendre le risque de lui faire vivre encore des allers-retours qui auraient compliqué les choses sur le plan psychologique. On l'aurait pas laissé repartir. on était parti dans l'optique, effectivement, malheureusement, de ne pas la laisser repartir. Et on aurait pris tous les risques pour que ça se passe comme ça. On était arrivé vraiment au bout du rouleau et je pense que pour nous, il n'y avait plus d'autre solution que passer par là, puisqu'on a l'impression de ne pas être entendu. Alors, vous avez souhaité médiatiser cette affaire et vous avez contacté un journaliste, Christophe Gobin. Vous êtes journaliste à l'Est républicain et c'est vous qui avez écrit le premier article sur l'histoire de ce jeune couple. Venez nous rejoindre sur le plateau. Alors, c'était il y a quelques mois. Comment vous êtes entré en contact avec eux déjà ? C'est eux qui sont rentrés en contact avec moi, ou plutôt mon journal, l'Est républicain à Nancy, où ils nous ont envoyé un mail racontant ce qu'ils vous ont raconté juste avant, à ceci près que ça se situe à peu près en mars-avril. Donc à ce moment-là, il y avait pas de relax, il n'y avait pas de rapport du CREAC et il n'y avait même pas de maladie diagnostiquée officiellement. Ils m'ont juste raconté que la petite avait cette maladie, qu'ils étaient accusés à tort de maltraitance et qu'ils demandaient l'intervention de la presse pour les aider parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être écoutés. Donc vous avez réagi comment ? J'imagine que vous Avec avez eu méfiance. quelques doutes. Voilà. Pas plus que quelques doutes, énormément de doutes. Moi, il ne s'agissait pas de les croire sur parole. Donc, moi, j'étais prêt à aller voir. Ce n'est pas les premiers parents qui contactent les journaux locaux parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus par la justice. Ils sont en conflit avec le juge des enfants, avec les services sociaux. C'est des sujets vachement délicats, voire même casse-gueule. On est dans le milieu familial, donc on ne sait jamais ce qui s'y passe. Mais bon, on reste ouvert, parce qu'effectivement, on peut se retrouver face à un vrai dysfonctionnement. Alors, vous avez pris accepté contact de les avec leur rencontrer. avocate, vous avez demandé dans à un avoir premier- accès au dossier. Comment vous avez procédé pour avoir quelques éléments supplémentaires pour faire une idée plus D'abord, on avait précise. prévu de se rencontrer, et puis dans un premier temps, moi, j'ai pas pu. Ensuite, eux n'ont pas pu. Enfin, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu se rencontrer tout de suite. En revanche, j'ai pu rencontrer quasiment tout de suite leur avocat de l'époque, puisqu'ils en ont changé entre-temps. C'était des rencontres informelles au palais de justice, dans le cadre de mon boulot, sur d'autres affaires. Et elle m'en a parlé, et elle avait bon, c'est leur avocate, donc elle n'allait pas m'en dire le plus grand mal, mais bon, c'est des discussions informelles, donc avec une parole libérée, et elle me disait qu'effectivement, ils étaient en cours de diagnostiquage, entre guillemets, de la maladie auprès d'un centre spécialisé à Grenoble.
autant vous dire que, bon, moi j'étais prêt à les rencontrer, mais si je les avais rencontrés à cette époque-là, avant le jugement et surtout avant le diagnostic, rien ne dit que j'aurais fait un papier. Hein. Rien ne dit. Alors justement, quelle a été votre première impression quand vous les avez rencontrés? Alors moi, je les ai rencontrés juste après la relax, dans les jours qui ont suivi la relax, quoi. Et la première impression, c'est que je les ai trouvés très très jeunes. Je savais, j'avais leur âge. Et alors, c'est un défaut d'être très très jeune? Non, bien sûr que non, c'est pas un défaut, quoi. Mais je savais que pour les services sociaux, pour le juge des enfants, c'était un couple qui s'était formé très récemment. Ça en faisait des gens qui pouvaient avoir le profil d'être maltraitants. Moi, je n'étais pas dans cette optique-là. Très très jeune, ça veut dire quoi? Irresponsable? Ouais, ça pouvait être vu comme ça. Oui, bien sûr, ça pouvait être vu comme ça par les services sociaux et par le juge des enfants. Alors moi, j'avais un avantage par rapport au juge des enfants ou par rapport aux services sociaux, c'est que moi, j'avais eu le rapport du CREAC. Donc, j'avais pas trop de questions à me poser de savoir s'ils avaient été maltraitants ou pas, ou si la maladie existait ou pas. Qui sont les questions qu'eux ont dû se poser. Moi, j'avais la réponse à ces questions, quoi. Je savais que la petite avait la maladie et que les traces qu'elle avait étaient vraisemblablement dues à la maladie, quoi. Et non, pour moi, c'était pas un défaut, mais c'était quand même la première impression que j'ai eue, c'est qu'ils étaient très très jeunes, quoi. J'imagine qu'on a dû vous le sortir à plusieurs reprises, ça, hein, cet argument. Oui, bien sûr. Je pense que ça a même effectivement joué en notre défaveur, comme le dit Christophe Gobin. Je pense qu'effectivement, ça n'a pas joué en notre faveur, en tout cas. C'est des tableaux classiques, si vous voulez. Il faut comprendre que ces services sociaux ou les services des juges pour enfants, ils n'ont pas une boule de cristal, ils vont avoir des critères. Et au titre des critères à risque, il y a l'immaturité des parents qui peut rentrer en ligne de compte comme étant des parents qui ont des difficultés peut-être à supporter ce que représente le fait d'élever un enfant. Voilà, pas plus, mais pas moins. Mais dès le départ, c'est-à-dire dès le signalement, l'équipe médicale a dû effectivement parler de facteurs de risque, puisqu'on parle comme ça. Et c'est des facteurs de risque qui ne sortent pas comme ça de notre chapeau médical, mais qui sont liés à l'expérience. Et effectivement, par expérience, on sait que des critères sociaux, le jeune âge des parents, les antécédents dans la famille, une maltraitance dans les parents ou les grands-parents également, sont des facteurs de risque. Et j'allais dire, heureusement qu'on les a. Et ça fait partie de nos critères. La seule chose, c'est qu'un critère, ça ne vaut pas de diagnostic. Et c'est là où il y a l'équipe médicale qui aurait dû filtrer, faire son travail, et puis après, tous les dysfonctionnements qui se sont enclenchés et la machine qui s'est emballée, j'allais dire. C'est là que pour le pédopsychiatre, 3 ans de temps judiciaire, c'est énorme. Hein, et je pense que beaucoup partageront ce point de vue. 3 ans, c'est presque toute la vie de Luna. Or, on sait tous à quel point les parents ont un rôle absolument majeur pour le présent et l'avenir d'un enfant. D'où là, peut-être accélérer le temps judiciaire, peut-être avec des pédopsychiatres experts vus plus souvent. Il faut réfléchir à tout ça. Ce qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre dans votre situation, et ça c'est un point objectif, c'est comment est-ce qu'on peut passer à côté de l'investigation concernant Luna par rapport à la maladie que vous revendiquez, si je puis dire. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, et qui n'est pas le premier cas d'un famille. On aurait pu comprendre si ça avait été le premier cas, parce qu'on n'y pense pas. Mais là, ce n'est pas le premier cas d'un famille. Et vous nous aidez, vous aidez les confrères en disant « Attention, j'ai cette maladie ». Plus le petit frère, qui a la même maladie à la maison. Oui. Alors, le procureur de la République a donné une conférence de presse vendredi matin dernier. Il a réaffirmé que relax ne signifiait pas innocence. Donc ça veut dire qu'il existe encore un doute. Il a également fait référence à votre passé, Johan, en évoquant une affaire de violence conjugale qui remonte à quelques années. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'il prenne ces précautions ? Absolument pas, non, parce qu'effectivement, je suis connu pour de la violence conjugale, qui est de la violence réciproque avec mon ex-compagne, qui malheureusement, ça s'est très mal terminé. Une plainte a été déposée dans les deux sens, elle a été condamnée au même titre que moi. Donc le procureur a dit effectivement que j'étais connu pour violence conjugale, mais qui était de la violence réciproque. Et pour moi, non, malheureusement, ça n'a rien à voir. C'est une amalgame qui, voilà, c'est pas parce que malheureusement une fois vous allez être violent et que vous pouvez être capable de faire du mal à votre enfant. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça doit jouer quand même, Marc, dans l'esprit du procureur de la République. Un critère de République. plus, le jeune âge des parents, un antécédent de violence, voilà, c'est comme ça qu'on remplit éventuellement le bol pour savoir si Donc ça se traduit concrètement par le fait qu'aujourd'hui votre petite fille est chez vous depuis le 13 août dernier, mais que régulièrement, donc, vous devez recevoir la visite c'est une assistance sociale qui vient... Pour le moment, on ne sait pas encore, c'est pas encore mis en place. Ça va être une équipe
pluridisciplinaire. Je pense, oui. Ça, psychologue. Le procureur parle d'un suivi lourd, donc pour le moment, on est dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Je peux vous dire déjà qu'on a décidé de faire appel de cette décision, puisque le procureur, pendant le communiqué de presse qu'il a donné, réutilise des arguments qu'il a utilisés lors du tribunal correctionnel, alors que nous avons été relaxés. Et voilà, donc nous par rapport au fait qu'effectivement la relaxe a été produite et qu'on parle encore de choses qu'on a vécues et des choses qu'on nous accuse, voilà, on va faire appel de cette décision. Ça se passe comment avec votre fille? Comment va-t-elle aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'elle a des séquelles de cette séparation? Est-ce qu'elle montre un syndrome d'abandon? Comment vous jugez tout ça? Pour le moment, il est encore dur de se prononcer. Ouais. Ça fait, on rentre dans la 15e, ça fait 15 jours qu'elle est à la maison. Mais oui, il y a déjà des choses qu'on observe, effectivement. Elle va être peut-être des fois un peu en retrait, très pensive. Elle n'est pas du tout dans la réclamation de la famille d'accueil, chez qui elle était, ce qui nous a étonnés. Mais effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, par rapport, par exemple, à notre petit garçon qui a 1 an de différence avec sa sœur. Et qui a toujours vécu avec vous. Voilà, c'est l'opposé. Voilà. Donc, il va avoir un travail à faire avec des spécialistes et un suivi, à mon avis, assez carré. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Quel conseil vous donneriez à ces 2 parents? Je ne peux qu'aller dans votre sens. On sent qu'effectivement, il y a un préjudice clair pour votre enfant. Je pense même, sans interférer avec la justice, que je trouve, moi, qu'il y a un préjudice moral majeur pour l'enfant, préjudice moral majeur pour vous. Quand je pense que Bernard Tapie a eu préjudice moral, j'ai rien contre ça, n'a rien à voir, mais vous, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais pour le côté centre médico-psychologique, par exemple, où vous allez avoir des aides multiples, psychomotriciennes, orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, il est important et urgent de proposer à Luna des soins multidisciplinaires dans ce sens-là, et pour vous, être dans la sécurité affective. Lorsque Luna a besoin de quelque chose, lorsque Luna est en demande, soyez hyper réactifs et lui montrer de la constance et de la sécurité affective dans chaque chose que vous faites avec elle. Et un accompagnement psychologique peut-être aux parents aussi, parce que c'est pas évident quand même d'avoir traversé cette... Ce que je trouve notable, c'est que même du haut de ces 3 mois au moment du placement, Luna n'a jamais considéré qu'elle habitait ailleurs que chez vous. Elle est revenue chez elle. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que psychologiquement, ça montre bien que même sans les mots, l'enfant comprend, reçoit les informations. Ah oui. Et c'est pour ça que peut-être elle n'est pas si mal que ça de retour chez vous. Tout à fait. Elle en parle de sa famille d'accueil? Vous disiez qu'elle ne la réclame pas. Est-ce qu'elle évoque des moments passés avec eux? Oui, elle évoque des moments passés avec eux. Admettons, c'était la dernière fois, je ne sais plus, c'est par rapport à quoi? Un gâteau. Oui, par rapport au gâteau. Elle a dit que justement avec la dame de la famille d'accueil, elle faisait des gâteaux. Donc voilà, elle raconte quand même des moments qu'elle a... Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle veut pas nous raconter, qu'il y a un blocage et qu'elle n'en parle pas, peut-être pour éviter de nous faire du mal. Merci en tout cas. Évidemment, on restera en contact avec vous. Vous nous tiendrez au courant de la suite de votre histoire. Vous l'aurez compris, c'est d'un fait d'actualité dont nous avons parlé aujourd'hui. On se tiendra donc informé de l'évolution de cette situation. N'oubliez pas notre rendez-vous du week-end avec la rubrique Toute une histoire dans Version Féminin. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Dans quelques instants, c'est la rentrée aussi pour l'Histoire continue. Nous retrouverons Rogers, ce jeune homme atteint lui aussi d'une maladie rare. Nous avait beaucoup touché par sa force et son courage. A tout de suite. Merci beaucoup. Ce jeune homme de 21 ans est le seul au monde à souffrir d'une maladie qui l'enferme dans le corps d'un enfant de 10 ans. J'ai pas une vie comme les autres, normales. C'est pas pour ça qu'il faut que je m'arrête. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. T'es un guerrier, t'es un soldat. Son combat pour faire avancer la recherche vous avait tous émus. Et tout à l'heure, nous lui présenterons Marie-Lys, l'une de nos téléspectatrices. Elle s'est beaucoup retrouvée dans son témoignage. Elle a une maladie génétique qui touche le cervelet et le tronc, donc ce qui fait qu'elle a un manque d'équilibre. À leur côté, vous découvrirez pour la première fois Renaud Marco, qui travaille au sein de notre rédaction et sur le terrain.